Bonjour, si vous ne l'avez pas encore fait, je vous conseille de suivre d'abord la vidéo d'introduction avant de commencer celle-ci. Ça vaut la peine de prendre les choses dans l'ordre. C'est déjà assez pénible comme ça. Je vous rappelle, si besoin, que j'essaie ici de vous donner une approche la plus simple et la moins désagréable possible, avec les moyens du bord, sur ce qu'est l'Union européenne et sur les raisons que j'ai de penser qu'elle mérite au moins un regard critique. Aujourd'hui, c'est de balance entre les trois pouvoirs que nous allons parler. Bon, on ne va pas s'étendre sur ce que peut être une démocratie. C'est un débat de longue haleine. On pourrait parler pendant 2 ans sur la démocratie directe, la pertinence des élections et toutes les possibilités de démocratie qui existent, ou pourraient exister. Je vous renvoie au très intéressant livre de David Van Reybrouck, Contre les élections, qui réunit pas mal d'idées constructives. C'est aussi le cheval de bataille de tous les mouvements anarchistes depuis 200 ans. Vous aurez sans doute compris que je ne suis pas un grand fan de la démocratie parlementaire. Mais je lui reconnais un grand avantage, la liberté d'expression, qui a permis à la rue de faire pression sur les puissances politiques et économiques et gagner les conquêtes sociales des 19e et 20e siècles. Dès lors, on va rester au système démocratique existant dans la plupart des régimes libéraux, et notamment dans tous les pays de l'Union européenne. Du moins, en théorie. Observons ce schéma réalisé par Didier Brissat. Il montre comment la théorie libérale classique organise les trois pouvoirs principaux dans un système de démocratie parlementaire comme celui de la Belgique, de la France, des pays anglo-saxons et de nombreux autres. Les trois pouvoirs ont été définis il y a près de 300 ans par Montesquieu dans L'Esprit des lois. Leur histoire est évidemment plus longue et complexe, mais ce n'est pas l'objet de cette vidéo. Le pouvoir de faire des lois, ou pouvoir législatif, détenu par le Parlement, est ici figuré en bleu cyan. En France comme en Belgique, ce pouvoir est détenu par deux chambres, le Sénat et la Chambre des députés, même si la première a vu son pouvoir diminuer progressivement en Belgique. Le pouvoir de faire exécuter les lois, c'est celui du gouvernement, des ministres et de son administration. Ici en vert. C'est lui qui fait en sorte que les lois faites par le pouvoir législatif soient effectivement appliquées. C'est pour cela que le gouvernement contrôle toute cette administration chargée de nous faire connaître et respecter la loi. Ainsi, lorsqu'une loi exige une nouvelle taxe, c'est l'administration des finances qui se chargera de la percevoir. Tout changement autour de la politique sociale sera pris en charge par les administrations soumises au ministère de l'Emploi et des Affaires sociales. Enfin, le pouvoir judiciaire, en violet, est celui des magistrats chargés de contrôler que les lois sont bien appliquées et de sanctionner qui ne les respecte pas. Vous remarquerez que chacun des trois pouvoirs possède une influence sur l'un des trois autres. Il n'y a pas de séparation complète. Montesquieu et Locke parlaient de balance des pouvoirs. Le pouvoir législatif contrôle le pouvoir exécutif. À tout moment, les députés sont en droit de se défier du gouvernement. À tout moment, une motion de censure du gouvernement peut aboutir à une démission de celui-ci. Il faut avouer que cela arrive rarement, mais cela reste possible. Cependant, si le gouvernement devait échapper à ce contrôle, nous risquerions une forme de dictature de l'application de la loi. C'est ce risque que nous connaissons chaque fois que le Parlement accepte de laisser au gouvernement des pouvoirs spéciaux, que ce soit en temps de guerre ou de crise, comme c'est le cas avec celle du coronavirus. Le pouvoir exécutif, par le biais de son ministre de la Justice, contrôle le pouvoir judiciaire. Ce dernier n'est donc pas tout à fait indépendant. Cela dit, ce contrôle implique surtout un pouvoir de nomination et de mutation, pas un vrai contrôle. Les magistrats sont des justiciables aussi, et s'ils commettent des délits, seront arrêtés par la police et traduits en justice devant d'autres magistrats. Il existe aussi un lien fort avec le ministère de l'Intérieur, puisque les juges d'instruction sont à la fois officiers de police et magistrats. Enfin, le pouvoir judiciaire possède un contrôle sur le pouvoir législatif par le biais de différents types d'organes, comme en Belgique la Cour constitutionnelle ou le Conseil d'État. En France, il existe en outre un Conseil constitutionnel. Dans les pays anglo-saxons comme le Royaume-Uni ou les USA, c'est la Cour suprême qui joue ce rôle. Et puis à tout moment, les parlementaires peuvent devenir des justiciables comme les autres si leur immunité parlementaire est levée. Théoriquement, une démocratie représentative est un système dans lequel aucun pouvoir ne possède assez de pouvoir pour exercer une forme de dictature. Si le pouvoir exécutif avait trop de prise sur le pouvoir législatif ou le pouvoir judiciaire, ce serait une catastrophe. Imaginez un gouvernement qui aurait le droit de faire les lois qu'il veut pour les appliquer sans contrôle, sans devoir rendre aucun compte, ou de mettre en prison qui il désire sans que des juges indépendants ne puissent vérifier le bon droit de cette action. Ceci rappelle l'époque où les rois pouvaient faire enfermer qui leur semblait bon ou éditer les lois qui les arrangeaient pour exercer la politique qu'ils voulaient.
Imaginez aussi que les juges soient aussi ceux qui font les lois. On ne saurait jamais ce qui se passera dans un tribunal avant d'y entrer. Ce serait le règne de l'arbitraire. Bien sûr, nous le savons, les démocraties représentatives telles que la France, la Belgique ou le Royaume-Uni ne sont pas parfaites. Les gouvernements possèdent de fait un pouvoir législatif très important. Pire, on voit des situations où la police enferme et exerce un pouvoir parajudiciaire insupportable. Or, la police, c'est une partie du pouvoir exécutif. Ils sont cependant en dernière instance soumis au contrôle des députés, qui pourraient les désavouer par crainte de voir les prochaines élections les éliminer eux aussi. Donc, aussi insupportables ces excès soient-ils, des limites existent encore. Nous savons aussi que les juges interprètent le droit, on appelle ça la jurisprudence, mais leurs décisions sont tout de même en fin de compte contrôlées par leurs collègues et plus haut par le Parlement, qui peut affiner la législation pour aller à l'encontre de leurs décisions. La démocratie représentative, avec tous ses défauts, a tout de même fait avancer les droits sociaux, grâce à cette séparation des pouvoirs, réelle depuis bientôt 200 ans en Belgique, et plutôt encourageante en France depuis la Troisième République, et surtout grâce au pouvoir de la rue. Si je ne suis pas un grand admirateur de la démocratie parlementaire, et si je suis dans le peloton de tête de ces critiques, j'admets tout de même qu'à ce jour, c'est le système qui a vu avancer les progrès sociaux et politiques à leur plus haut historique. Plus haut qui se trouve cependant mis en danger par les crises récentes successives, mais aussi, on va le voir, par l'Union européenne. Quelles sont les structures de pouvoir de l'Union européenne? Intuitivement, on peut se poser la question. Comment une population de 440 millions d'individus, partagés en 27 États différents, pourrait reproduire un degré même imparfait de démocratie s'approchant de celui d'un État comme la France, la Belgique ou le Royaume-Uni? La moitié de ces États sont entrés dans l'Union européenne entre 2004 et 2013, et la plupart d'entre eux avaient encore des régimes autoritaires en 1990. Les Britanniques ont pratiquement inventé la démocratie représentative. Ils la connaissent depuis plus de 350 ans de manière continue. Comment expliquer qu'ils aient été les premiers à, disons, se méfier de l'organisation de l'Union européenne? Voyons cela de plus près, puisque notre objectif est de vous proposer des arguments concrets, réels, et non pas de vous laisser sur votre intuition. Voici les intitulés des principales institutions de l'Union européenne. Pour commencer, ne vous étonnez pas de ne pas voir le Conseil de l'Europe. Reportez-vous au diagramme de l'introduction. Le Conseil de l'Europe est une institution qui dépasse complètement l'Union européenne. De même, ne cherchez pas la Cour européenne des droits de l'homme. Ce n'est pas un oubli de ma part, ni un mépris. Cette Cour, chargée de veiller au bon respect des droits humains, selon la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948, fait partie du Conseil de l'Europe. Il faut distinguer le Conseil européen et le Conseil de l'Union européenne. Le Conseil européen est composé de chefs d'État et de gouvernement de tous les États membres. Le Conseil de l'Union européenne est lui composé des ministres de ces États. La Commission européenne est sans doute l'institution la plus connue, composée d'autant de commissaires que d'États membres. Chaque commissaire possède un domaine d'activité propre. Ainsi, depuis 2019, c'est un Belge qui est commissaire en charge de la justice, une Danoise de la concurrence et un Estonien de l'énergie. Le commissaire français est chargé du marché intérieur et l'Irlandais de l'agriculture, etc., etc. Ils sont tellement nombreux, cela dit, que certaines charges se superposent. Oui, je sais, le design et les couleurs de mon schéma sont dégueux. Mais je vous rappelle que je ne fais pas une promo de l'Union européenne. Pas besoin de la rendre sexy. La seule de ces institutions sur laquelle les citoyens ont de l'influence, c'est le Parlement européen, composé actuellement de 705 députés européens élus dans leurs pays respectifs, comme vous le savez très certainement. Le nombre de députés par pays est fonction de la population. Enfin, nous ne passerons pas à côté de la Cour de justice de l'Union européenne ni de la Banque centrale européenne. Toutes ces institutions participent activement à un ou plusieurs des trois pouvoirs au sein de l'Union européenne et nous y reviendrons plus loin. Mais en fait, nous parlerons de toutes ces institutions non pas pour ce qu'elles sont, mais dans le cadre du partage des trois pouvoirs. Théoriquement, chaque institution devrait se cantonner à l'un des trois pouvoirs et exercer éventuellement un contrôle de prudence sur un autre. Mais ce n'est pas du tout comme ça que ça se passe. Pour commencer, le Conseil européen et le Conseil de l'Union européenne étant composés des membres des gouvernements nationaux, leur composition est totalement indépendante des autres institutions. Quant à la Cour de justice et à la Banque centrale, leurs membres, une fois nommés, n'ont plus aucun compte à rendre. Ils sont indépendants. Seule la Commission subit une forme de contrôle extérieur de la part du Parlement européen. Mais nous allons voir que bien qu'il s'agisse de l'institution la plus exposée, son pouvoir réel est cependant fort exagéré. L'exercice du pouvoir législatif dans l'Union européenne est assez complexe.
il est exercé par plusieurs institutions dont la plupart sont dépendantes les unes des autres. La complexité de ce mécanisme est telle que toute réduction, toute tentative de la schématiser sera toujours une caricature. Il y a quelques règles stables cependant. La première des règles, c'est que c'est le Conseil européen, ici en haut, qui détermine les lignes de législation. Pas question pour les autres institutions de décider d'autres domaines ou d'autres directions dans lesquelles légiférer. Le Conseil européen, je me permets de vous le rappeler, c'est la réunion de tous les chefs d'État et de gouvernement de l'ensemble des États membres. Vous savez, les mêmes qui vous disent que c'est la faute à Bruxelles. La deuxième règle, c'est que l'initiative du pouvoir législatif est entièrement entre les mains de la Commission européenne. Autrement dit, la Commission est maîtresse du programme législatif de l'Union. C'est un pouvoir important, mais il dépend donc directement du Conseil européen. La Commission européenne est un ensemble composé d'autant de commissaires qu'il y a d'États membres, comme je l'ai déjà dit. Ils ne sont pas élus, ils ont été désignés par les gouvernements au moment de la composition de la Commission et leur choix a été entériné par le Parlement européen après une procédure compliquée. Une procédure qui montre surtout que les commissaires sont choisis dans le cadre d'une négociation entre les partis au pouvoir dans les différents États. Ensuite, ça se complique. En effet, les textes qui finalement deviendront l'équivalent de lois subissent des traitements différents suivant les domaines et le processus adopté. Dans de nombreux cas, le Conseil de l'Union européenne est l'auteur du texte qui finira par être une règle. Dans certains cas, le Parlement européen exigera du Conseil qu'il change son texte. Dans d'autres cas, le Parlement demandera que le Conseil change son texte. Dans certains cas, le rôle du Parlement est consultatif, dans d'autres, il est impératif, mais il arrive tellement loin qu'il est rarement décisif. Le Conseil de l'Union européenne, dont vous trouverez une longue définition dans le glossaire, est la réunion des ministres concernés par le sujet traité. Autrement dit, il existe en réalité des réunions très différentes du Conseil de l'Union européenne. Une pour les finances, une pour l'agriculture, une pour le budget, etc., etc. Quant à ces règles, il s'agira de règlements, de décisions, de directives, de recommandations ou d'avis. Je vous mets dans cette diapo de courtes définitions pour chacune d'entre elles. Vous en trouverez de plus fournies dans le glossaire. Les voici dans un ordre, de la plus contraignante à la moins contraignante. Mais nous n'allons pas nous étendre dessus aujourd'hui. Peut-être une autre fois, ça dépendra peut-être des questions qui viendront de vous. De nombreux textes législatifs sont rédigés dans le cadre du Coreper. Ils sont ensuite souvent repris par le Conseil de l'Union européenne tel quel. Comme vous pouvez le lire ici, ce comité est composé de personnes nommées par les gouvernements nationaux. Les décisions au sein du Coreper sont prises à la majorité qualifiée, en sorte que les États les plus peuplés y sont favorisés puisque les plus importants peuvent plus facilement en imposer leur vue. Le Coreper s'adjoint lorsqu'il en ressent le besoin des experts privés, notamment quand ses propres membres ne se sentent pas qualifiés pour traiter de points cruciaux. Ces personnes privées se voient confier une mission temporaire de conseiller. Elles viennent parfois du monde académique et souvent du secteur privé. Prenons un exemple loin d'être imaginaire. Le sujet dont doit traiter le Coreper est lié à l'exploitation pétrolière. L'État belge n'a pas de spécialiste dans ce domaine puisqu'il n'y a pas de pétrole à extraire sur son sol. Il fait donc appel à un cadre ou un technicien supérieur issu d'une entreprise pétrolière ayant son siège en Belgique. Bombardé expert temporaire, détaché au service de l'État, il aide le Coreper dans la rédaction de ses travaux. Le dit expert, sitôt sa mission terminée, retourne travailler au sein de l'entreprise dont il est issu. Sans ironie aucune, peut-on imaginer qu'il aura exercé son mandat en toute indépendance et sans songer une minute à l'intérêt de son employeur habituel? Multipliez maintenant cet exemple par le nombre de sujets techniques importants qui ont un lien avec une ou des entreprises ayant leur siège en Belgique. La sécurité électronique, par exemple. L'action de cet organisme peut porter sur des matières aussi diverses que l'emploi, la politique sociale, la santé, la protection des consommateurs, mais aussi la compétitivité, les transports, les télécommunications, l'énergie, ainsi que l'agriculture, la pêche, l'environnement, l'éducation, la jeunesse, la culture et les médias, les relations extérieures, y compris dans le domaine de la sécurité et de la défense, ou celui de la coopération au développement, et enfin, dans toute matière économique et financière, y compris le budget de l'Union européenne, dans la justice, les affaires intérieures, jusqu'à la protection civile. Avouez que ça flanque le tournis. Pour ce qui est de la Cour de justice de l'Union européenne, sa fonction législative est d'importance. La profondeur de certaines règles a été décidée par la Cour de justice de l'Union européenne. Ainsi, elle a déclaré illégale une grève de marins finnois qui luttaient pour que leur employeur ne les remplace pas par un équipage estonien. Elle a condamné le Grand-Duché de Luxembourg sur la question des travailleurs détachés.
Oui, le Luxembourg. Il estimait, le Luxembourg, que les travailleurs devaient être payés en fonction du coût de la vie dans le pays où ils travaillaient. La CJUE est allée dans le sens des entreprises qui désiraient payer des étrangers à des conditions inférieures. Quant à la Banque centrale européenne, elle n'est compétente que pour la zone euro. C'est la zone cerclée de bleu sur l'image de droite. Vous vous souvenez du diagramme de la première vidéo? La BCE pose les règles pour lesquelles elle est programmée dans le domaine monétaire. Il paraîtra peut-être curieux à certains que je l'ajoute dans les institutions qui exercent un rôle législatif. Mais c'est un fait, c'est elle qui pose ces règles indépendamment des autres institutions. On va voir en quoi ceci pose de sérieux problèmes dans les minutes qui suivent, et on verra que son rôle monétaire devient très, très politique. Qui exerce le pouvoir exécutif? Eh bien tout simplement, chacun dans son pays, les membres des gouvernements des États qui font partie de l'Union européenne, les ministres et chefs d'État ou de gouvernement. Donc, les personnes qui composent le Conseil de l'Union européenne et le Conseil européen. Ce sont eux qui exécutent les règles de l'Union européenne qui doivent être appliquées dans leurs pays respectifs. Autrement dit, les personnes qui sont à l'origine de la législation de l'Union européenne et les ministres de chaque domaine de compétences concerné qui ont participé à la finalisation de ces règles seront les personnes qui vont faire appliquer les mêmes règles dans chacun de leurs États. Il y a donc ici clairement une fusion entre le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif. Or, nous l'avons vu, et c'est là que je voulais en venir, si vous pouvez à la fois dessiner la loi et la faire appliquer, vous prenez possession d'une trop grande portion de pouvoir. Parmi les autres institutions qui, dans une certaine mesure, exercent un pouvoir exécutif au niveau de toute l'Union européenne, il y a bien sûr la Commission européenne qui dirige l'administration de l'Union européenne. Cela dit, ne nous emballons pas. Il est vrai qu'il y a de nouveau une confusion entre deux pouvoirs importants, mais sur une administration qui gère à peu près 1% du PIB de l'Union européenne, alors que le gouvernement américain, par exemple, a la main sur 30% du PIB fédéral. Elle a surtout un pouvoir d'injonction et d'influence, mais qui ne doit pas être exagéré non plus. Lorsque le président de la Commission européenne exprime des injonctions, il n'a aucun pouvoir réel sur un État. Ni Jean-Claude Juncker, avec son sommet social, ni Ursula von der Leyen, face à la crise du coronavirus, n'ont réussi à imposer de lignes directrices à l'ensemble de l'Union européenne, si tant est qu'ils le voulaient. Les gouvernements polonais et hongrois se sont le plus souvent assis sur les remontrances publiques de la Commission. Le pouvoir exécutif de la Commission n'est pas plus extraordinaire concernant les traités internationaux. Il se trouve simplement que les gouvernements des États européens sont déjà prédisposés à obéir à des traités qu'ils ont encouragés. Enfin, il y a la BCE. Elle a bien une fonction déterminée par les traités de Lisbonne, mais elle est tellement large que cette institution a tout pouvoir pour décider de ce qu'il faut faire et comment il faut le faire. Autrement dit, elle établit ses propres règles et les applique elle-même. C'est elle qui décide des taux d'intérêt auxquels les banques empruntent, et donc indirectement peuvent prêter à leurs clients. C'est elle qui détermine la quantité de numéraire possible. C'est elle qui détermine dans quelle mesure on peut flirter avec les règles établies, et nous avons vu qu'elle peut être terrible lorsqu'un pays en crise comme la Grèce veut alléger le fardeau des habitants, alors qu'elle fera tout, y compris rompre avec les règles qu'elle doit faire appliquer quand il s'agit de sauver l'euro ou certaines banques particulières. Nous allons voir que l'indépendance de la BCE la rend susceptible de traverser encore la ligne de la balance des pouvoirs vers le judiciaire. Évidemment, la Cour de justice de l'Union européenne, la CJUE, est le principal organe qui exerce le pouvoir judiciaire. Et évidemment, nous avons déjà vu qu'en tant que telle, elle jonglait aussi avec le pouvoir législatif dans ses interprétations du droit européen, ce qu'on l'on appelle de la jurisprudence. Voyons l'exemple de la plainte de la Cour constitutionnelle de Karlsruhe sur les décisions prises par la BCE suite à la crise de 2007 et décisions prises par la CJUE de donner droit à la BCE. Le programme Opération monétaire sur titre, ou OMT, qui se trouve ici au centre de la BCE, établi en 2012, autorisait le rachat éventuel et direct des obligations émises par les États membres par la BCE. Il a aussitôt été considéré comme illégal par une association de plusieurs dizaines de milliers de citoyens allemands. Ils estimaient que l'aide qui pourrait être apportée ainsi par la BCE irait à l'encontre de ses propres règles. Surtout, ils voulaient éviter que les Allemands doivent encore une fois payer pour ces feignants de Méditerranéens. Bah oui, si la BCE rachète des obligations d'État, il faudra fatalement que les pays les plus riches compensent un jour ou l'autre. Ils ont dès lors constitué un recours auprès de la Cour constitutionnelle allemande pour qu'elle statue sur cette situation. Cette Cour constitutionnelle se trouve à Karlsruhe. La Cour constitutionnelle allemande s'est alors adressée à la Cour de justice de l'Union européenne pour qu'elle rende un avis sur la décision de la BCE. Diantre, ça fait un paquet de choses qu'il faut expliquer. La BCE pourrait soutenir l'économie de l'Espagne et de l'Italie. Par exemple, il lui suffirait d'acheter à des banques les dettes que ces deux États ont contractées afin d'encourager ces banques à prêter l'argent ainsi libéré dans leurs ordinateurs. Oh oui, on ne dit plus leurs coffres, on dit leurs ordinateurs. Ça fait longtemps que l'argent n'est plus dans les coffres. Enfin, presque plus.
Est-ce bien clair? Revenons sur les motivations d'une telle action. Après la crise de 2007, les banques prêtent moins d'argent, pour deux raisons principales. Elles en ont perdu beaucoup, et elles craignent d'en prêter encore car elles considèrent que c'est trop risqué. Aussi, pour les encourager à prêter à nouveau l'argent nécessaire pour faire repartir l'activité économique, donc pour permettre aux entreprises de produire et aux ménages de consommer, la BCE tente de faciliter l'accès à l'argent, c'est-à-dire au crédit. C'est ce qu'en anglais on adore appeler du quantitative easing, de la facilitation d'accès à la quantité d'argent ou de crédit. Tout ça pour ça. Mais c'est énorme en fait. Il s'agit de décider s'il faut encourager l'augmentation de l'activité économique, donc l'endettement, alors que tous les acteurs, les consommateurs, les entreprises, les États sont déjà tous endettés. Car oui, les OMT, ce ne sont pas des promesses de dons, mais bien de nouvelles possibilités de crédit, de prêt. Autrement dit, la BCE, en rachetant aux banques certaines de leurs créances douteuses, leur permet de se concentrer sur ce qu'elles devraient faire. Inciter les entreprises et les gens à emprunter encore de l'argent alors que l'économie va mal. Ce qui explique la baisse des taux d'intérêt, des crédits, voire des taux nuls. Ou récemment, négatifs. Mais on ne va pas en parler aujourd'hui. Bref, on ne va même pas discuter ici sur la question « est-ce que les banques vont vraiment prêter l'argent aux entreprises et aux consommateurs ?» Non. Est-ce qu'intervenir de cette façon est bien légal, demandent plein d'Allemands, des citoyens, des économistes, des responsables politiques. Est-ce que la BCE n'enfreindrait pas les traités? Est-ce qu'elle n'irait carrément pas au-delà de son rôle monétaire? C'est en ces termes qu'est posée la question à la Cour constitutionnelle allemande qui s'adresse à son tour à la CJUE. C'était en 2014-2015. Et la CJUE répond que oui, ça va, c'est légal. Donc, elle interprète les traités dans un long arrêté judiciaire qui, au fond, produit un précédent qui constitue donc du droit. La jurisprudence, c'est-à-dire les décisions de justice produites par des cours de justice comme la CJUE, c'est du droit, autrement dit du législatif. La BCE a produit un acte qui était également une forme d'interprétation de ces droits, du droit qu'il a créé, et la CJUE a interprété le droit européen dans le même sens. Ces deux institutions, l'une qui devrait être exécutive et l'autre qui devrait être judiciaire, ont donc produit du droit, donc du législatif. Mettons maintenant ceci de côté et observons l'article 7 du traité sur l'Union européenne. Article 7. Sur proposition motivée d'un tiers des États membres du Parlement européen ou de la Commission européenne, le Conseil, statuant à la majorité des 4/5 de ses membres après approbation du Parlement européen, peut constater qu'il existe un risque clair de violation grave par un État membre des valeurs visées à l'article 2. Avant de procéder à cette constatation, le Conseil entend l'État membre en question et peut lui adresser des recommandations, en statuant selon la même procédure. Le Conseil vérifie régulièrement si les motifs qui ont conduit à une telle constatation restent valables. Le Conseil européen, statuant à l'unanimité sur proposition d'un tiers des États membres ou de la Commission européenne et après approbation du Parlement européen, peut constater l'existence d'une violation grave et persistante par un État membre des valeurs visées à l'article 2, après avoir invité cet État membre à présenter toute observation en la matière. Oui, je le conçois, c'est bien embêtant. Lorsque la constatation visée au paragraphe 2 a été faite, le Conseil, c'est le Conseil de l'Union européenne, statuant à la majorité qualifiée, peut décider de suspendre certains des droits découlant de l'application des traités à l'État membre en question, y compris les droits de vote du représentant du gouvernement de cet État membre au sein du Conseil. Ce faisant, le Conseil tient compte des conséquences éventuelles d'une telle suspension sur les droits et obligations des personnes physiques et morales. Les obligations qui incombent à l'État membre en question au titre des traités restent en tout état de cause contraignantes pour cet État. Le Conseil, donc de l'Union européenne, statuant à la majorité qualifiée, peut décider par la suite de modifier les mesures qu'il a prises au titre du paragraphe 3 ou d'y mettre fin pour répondre à des changements de la situation qui l'a conduit à imposer ces mesures. Les modalités de vote qui, au fin du présent article, s'appliquent au Parlement européen, au Conseil européen et au Conseil, sont fixées à l'article 354 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le TFUE. Ceci était donc l'article 7 du TUE. Et donc, on peut dire que le Conseil de l'Union européenne et le Conseil européen exercent un véritable pouvoir judiciaire. Nous avons pu constater aussi dans le cas de la Grèce en 2015 que certaines institutions, sans aucune base légale, étaient susceptibles de prendre de véritables décisions judiciaires à l'égard d'un État membre. La Troïka n'agissait pas comme le prescrit l'article 7 en défense des valeurs de l'article 2 du TUE. Voici ces valeurs, les valeurs de l'article 2.
le respect de la dignité humaine, la liberté, la démocratie, l'égalité, l'état de droit. Il y a aussi le respect des droits de l'homme, y compris des minorités, le pluralisme, la non-discrimination, la tolérance, la justice, la solidarité et l'égalité entre les femmes et les hommes. On cherchera en vain en quoi la Grèce aurait été attaquée sur base de ces valeurs en 2015. De toute façon, l'article 7 prescrit le rôle de juge au Conseil de l'Union européenne et au Conseil européen, pas à la BCE ou à la Commission. Et pourtant, la Troïka, cette association informelle de la Commission européenne, de la BCE et du FMI, s'est arrogé le pouvoir, en collaboration avec les ministres des Finances de l'Eurogroupe, de juger des politiques de la Grèce et de sanctionner le pays de toute une série de mesures que le gouvernement de gauche a été obligé de produire s'il voulait rester dans l'Union européenne. Voilà, c'était un peu pénible, mais c'est dessiné. Les institutions de l'Union européenne traversent les trois pouvoirs. Il n'y a pas de balance entre elles, les institutions. Il n'y a pas de séparation suffisante entre eux, les pouvoirs. Elles ne peuvent donc pas prétendre garantir l'exercice de la démocratie sur des bases minimales, celle de la démocratie parlementaire. Dans la vidéo suivante, on abordera plusieurs autres parties des traités qui indiquent clairement qu'il y a un véritable déficit démocratique dans l'Union européenne. Nous parlerons réforme, politique monétaire, dette, sortie des traités, référendum. N'oubliez pas de vous abonner, de sonner la cloche, de partager tout ça. Ah oui, vous vous souvenez, l'ignorance, c'est la force. Oui, je sais, je dois engager un graphiste, mais j'ai pas de budget.